Parlons à présent des mécanismes de transmission pour ce virus de la variole du singe, ainsi que des symptômes et des complications possibles. Les éclosions débutent généralement à partir d'animaux sauvages. Donc c'est une maladie qui est généralement considérée comme une zoonose. Classiquement, la majorité des cas vont survenir suite à des contacts avec des animaux sauvages dans la dizaine de pays africains dans lesquels cette maladie est endémique. Mais la transmission humaine a également été très bien documentée. Cependant, elle est considérée comme étant moins efficace. Elle va toucher toutes les personnes qui sont proches et donc qui ont des contacts prolongés. Alors ça va être classiquement des personnes d'une même famille, ainsi que des personnes qui partagent un espace étroit, comme par exemple, il y a eu des cas documentés dans des prisons, toujours essentiellement dans ces mêmes pays africains. Avec l'épidémie qui est en cours, donc je le dis tout de suite, on va certainement ajouter que la sexualité est un risque important pour cette maladie. Donc ça, c'est une des nouveautés importantes dans cette épidémie. Pour ce qui est de la transmission à partir des animaux, on pense qu'il y a différents mécanismes possibles pour ce saut de virus depuis l'animal vers l'humain, notamment tout ce qui est la manipulation d'animaux, donc de dépouilles des animaux qui ont été chassés. Alors ça peut impliquer le découpage de la viande notamment. Et ça évidemment, ça va entraîner des contacts entre des humains et puis la surface des animaux chassés, donc la peau, là où il y a les lésions qu'on a vu dans le vidéo précédent, et puis des contacts également avec différents fluides comme le sang, les urines et surtout la salive qui peuvent être des sources de transmission pour ce virus. On pense également que des morsures d'animaux pourraient conduire à la transmission. Pour ce qui est de la transmission entre les humains, toutes sortes de contacts rapprochés peuvent conduire à transmettre ce virus. Alors ça peut être des contacts avec la peau ou les muqueuses de personnes infectées et également des contacts avec des fluides corporels tels que la salive. On voit maintenant très clairement que la transmission sexuelle est possible. Évidemment, la sexualité implique généralement tous ces cas de figure, c'est-à-dire des contacts de peau à peau, contacts avec des muqueuses et contacts avec des fluides corporels. La période d'incubation dure quelques semaines. Alors je rappelle que l'incubation, ça signifie la période pendant laquelle il n'y a pas encore de symptômes. La personne est infectée, mais il n'y a pas encore de signes. Et cette période d'incubation est suivie donc de la période des symptômes eux-mêmes qui durent là encore quelques semaines, typiquement 2 à 4 semaines. Les premiers symptômes sont relativement peu spécifiques et vont inclure souvent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, gonflement de ganglions lymphatiques et de la fatigue. Donc ce sont des symptômes que l'on voit dans beaucoup de maladies infectieuses et en particulier des maladies infectieuses causées par des virus. Ce sont des symptômes qui s'apparentent d'ailleurs à l'infection par la grippe. Et on verra dans la diapositive suivante une étude qui fait une liste assez exhaustive de la fréquence de ces différents symptômes. Alors, les symptômes suivants, eux, sont beaucoup plus spécifiques puisqu'il y a des lésions qui sont très caractéristiques, qui se reconnaissent facilement et qui sont pustuleuses, c'est-à-dire qu'elles vont se remplir de liquide. Le liquide, il va d'abord être transparent pour devenir ensuite plutôt jaunâtre. Et vers la fin, les pustules vont devenir croûteuses. Donc ça reflète la fin de la maladie. Ces lésions au niveau de la peau vont durer typiquement environ une semaine. Et le nombre de lésions va être proportionnel à l'âge et puis au niveau d'immunité. Alors quand je dis que c'est proportionnel à l'âge, eh bien les enfants sont typiquement plus durement touchés que les adultes et les personnes qui sont immunodéprimées, notamment les personnes qui seraient VIH positives et non traitées ou non traitées efficacement, sont souvent bien plus touchées que les personnes qui sont immunocompétentes.
Donc vous voyez sur la droite des exemples de ces lésions de la peau. Ici on voit des lésions assez grosses là, qui semblent donc emplies de ce liquide que je mentionnais plus tôt, et la diapositive ici juste en dessous montre l'évolution typique des lésions pour cette maladie, où on a d'abord simplement un petit bouton qui n'est pas très spécifique pour cette maladie, qui peut d'ailleurs ressembler à des boutons de varicelle, et puis on a évolution vers une lésion qui est beaucoup plus grosse, qui va être remplie de liquide, et plus tard donc formation de la croûte, et ça va aboutir à une résolution complète. Pour ce qui est du diagnostic pour cette infection, c'est généralement basé sur les observations cliniques et puis sur la situation épidémiologique, c'est-à-dire que lorsqu'une personne a des symptômes qui s'apparentent à la variole du singe et que cette personne a été en contact avec des personnes qui sont confirmées comme ayant été infectées par la variole du singe, bien évidemment, ces personnes-là vont devenir des personnes suspectées d'avoir été infectées elles-mêmes. Donc on appelle ça les cas suspects ou parfois les cas probables. Et ce qu'on appelle les cas confirmés, c'est lorsqu'il y a eu un diagnostic moléculaire qui a été fait. Et le diagnostic moléculaire, c'est essentiellement par PCR à partir des lésions cutanées. Donc de façon très concrète, on va faire une petite biopsie à partir d'une de ces lésions et on va soumettre donc la biopsie à une réaction de PCR qui va amplifier le génome du virus, plus précisément une petite région de ce génome, et donc qui va pouvoir indiquer formellement la présence du virus de la variole du singe. Dans cette étude publiée en 2017 par Linda Osadebe de l'équipe de Andrea McCollum, on a fait un recensement des différents symptômes qui ont été observés chez des humains atteints de variole du singe. Ce qu'on voit ici, c'est la liste des symptômes, et ici c'est le nombre de personnes chez lesquelles ces symptômes ont été observés et le nombre total de personnes chez qui on avait quantifié la présence ou pas de ce symptôme. Donc vous voyez qu'il y a des petites variations ici dans ce nombre total, mais qui ne sont pas très importantes. Et évidemment, lorsqu'on fait le ratio entre les deux, eh bien, on obtient un pourcentage. Alors je ne vais pas faire la liste complète de tous ces symptômes, on va voir les principaux. Il y a présence de fièvre dans tous les cas de variole du singe, 329 sur 329 ou 100%. Il y a également présence de lésions donc au niveau de la peau chez la grande majorité de ces patients, 95%, et un état fébrile un petit peu similaire à ce qu'on a lorsqu'on a la grippe par exemple. Et bien là encore c'est le cas chez à peu près tous les patients. La nausée, elle, n'est pas un symptôme très fréquent. La toux est un symptôme relativement fréquent. Le gonflement des ganglions lymphatiques, c'est-à-dire lymphadénopathie, est présent chez une grosse majorité de ces patients. De même que donc la sensation d'avoir froid, là, c'est-à-dire des frissons en quelque sorte, qui est présent chez la grosse majorité de ces patients, etc., etc. Un état de fatigue également qui est présent chez la grosse majorité de ces patients. Occasionnellement, des problèmes au niveau des yeux, donc une inflammation au niveau des yeux, c'est-à-dire une conjonctivite, présent chez un quart de ces patients. Et je le souligne parce qu'évidemment, c'est une des complications possibles de cette maladie. La même équipe s'est penchée de plus près sur les lésions au niveau de la peau et notamment la localisation de ces lésions. Donc on voit que presque 100% des patients qui avaient des lésions présentaient donc des lésions au niveau du visage. Également une très grosse majorité au niveau du thorax, des bras, des jambes, des paumes de la main, des plantes de pied. Par contre, c'est plus rare au niveau des organes génitaux. C'est seulement environ un quart des patients, mais évidemment, on peut imaginer que cette présence au niveau des organes génitaux pourrait jouer un rôle important dans la transmission sexuelle de ce virus.
Au fil des années, on a recensé une série de complications possibles pour l'infection par la variole du singe, notamment la présence possible d'infections secondaires. Quand on parle d'infections secondaires dans une maladie virale telle que la variole, typiquement ce sont des infections par des bactéries. Dans ce cas-ci, ce sont des infections de la peau. Alors, on voit la même chose avec la varicelle, par exemple, lorsque les gens ont des lésions au niveau de la peau et particulièrement s'ils ont tendance à frotter ces lésions ou toucher ces lésions avec des ongles sales, eh bien les lésions, en plus d'être infectées par donc le virus, peuvent devenir infectées par des bactéries. On a vu des patients chez lesquels il y avait des pneumonies causées par ce virus et on a vu juste avant que il y avait des symptômes respiratoires chez certains patients comme de la toux. C'est pas un symptôme majoritaire, mais c'est un symptôme qu'on voit chez certains patients. Ensuite, on a vu des encéphalites, c'est-à-dire de l'inflammation au niveau donc du cerveau. Là encore, c'est pas extrêmement fréquent, c'est pas un virus qui est connu comme infectant de façon efficace le système nerveux central, mais c'est une complication qui est possible et qui évidemment peut mener à des conséquences sérieuses telles que le décès. D'ailleurs, toutes les complications dont je parle ici peuvent conduire au décès. La dernière complication, non des moindres, c'est ce qu'on appelle le sepsis, c'est-à-dire l'état septique. Ça, c'est une dérégulation du système immunitaire qui va se caractériser fréquemment par les symptômes suivants, c'est-à-dire un rythme cardiaque élevé, une chute de la tension artérielle, une accélération de la respiration, de la difficulté à avaler, des frissons, de la fièvre, un état de confusion, par exemple avoir du mal à trouver ses mots, avoir du mal à se souvenir de certaines choses, un état d'anxiété aussi, également des douleurs abdominales, des diarrhées, des vomissements. Tous ces symptômes n'ont pas nécessairement besoin d'être présents pour définir le sepsis, mais le sepsis va généralement impliquer plusieurs de ces symptômes. Alors pour plus d'informations sur ce sepsis, je vous renvoie à ce site internet en français qui est bien fait. La variole du singe va conduire à une mortalité dans 1 à 10% des cas. Les facteurs de risque principaux conduisant à la mortalité sont, comme je l'ai déjà mentionné, l'immunodépression et l'âge. Donc les enfants sont plus à risque de complications et de décès que les adultes et les personnes immunodéprimées sont également beaucoup plus à risque. Donc je vous donne comme exemple cette éclosion de variole du singe et en réalité c'est une série de plusieurs éclosions qui ont eu lieu au Nigeria à partir de 2017 jusqu'en 2018, mais en réalité ça s'est continué plus tard que 2018. Et dans cette étude ont été répertoriés 122 cas confirmés ou probables, et parmi ces 122 cas, on a eu 7 décès, donc 7 décès, on tombe dans cette marge de 1 à 10%. Sur ces 7 décès, il y avait 4 personnes qui étaient VIH positives, donc on voit très bien que l'immunodépression est en effet un facteur de risque.